bon retour parmi nous à cette journée consacrée aux maladies rares hépatiques en Normandie occidentale. Nous espérons que vous avez passé une bonne pause déjeuner après les échanges très intéressants ce matin sur les maladies biliaires. Nous allons enchaîner sur une après-midi sur les maladies vasculaires et les maladies métaboliques. Et au nom de tout le comité organisateur, je tiens à remercier nos sponsors, Intercept, Ipsen, Gilead, Alexion et Mayoli Spinder. Donc, il me fait maintenant un grand plaisir d'introduire notre premier orateur, Anaïs Brassier, qui est pédiatre dans le service des maladies métaboliques à l'hôpital Necker Enfants Malades de Paris. Anaïs, c'est à toi pour nous parler des maladies métaboliques et le foie. Merci beaucoup. Merci de m'avoir proposé d'intervenir donc à cette journée sur le foie et les maladies métaboliques. Donc, je vais essayer de vous faire un topo court, mais quand même un peu dense, puisque maladies métaboliques et foie, c'est à peu près toutes les maladies héréditaires du métabolisme. Et donc, comment essayer de synthétiser, quand y penser, de l'enfant à l'adulte. Donc, merci beaucoup aux organisateurs. Donc, je suis effectivement pédiatre spécialiste en maladies métaboliques à l'hôpital Necker. Donc, c'était juste quelques petites dias d'introduction pour ceux qui ne sont pas, qui sont moins habitués aux maladies héréditaires du métabolisme. C'est une spécialité relativement récente puisque le premier service donc parisien a été créé en 1970 avec relativement peu de spécialistes, même s'il y en a de plus en plus, des maladies qui sont très hétérogènes et un certain nombre qui sont traitables. Vous voyez que si on connaît tous les cycles, ça fait toutes ces belles couleurs et c'est pas facile de retenir tout le nom des enzymes. Donc, historiquement, on avait classé les maladies héréditaires du métabolisme en 3 grands groupes. Les maladies qu'on appelle les maladies d'intoxication, par exemple aux protéines ou aux glucides, on reviendra dessus. Les maladies par déficit énergétique, dont certaines sont traitables également. Et le groupe qu'on appelle les maladies des molécules complexes, qui regroupe essentiellement les maladies lysosomales, les maladies peroxysomales, les troubles de glycosylation des protéines et le métabolisme du cholestérol. Donc, quand penser aux maladies héréditaires du métabolisme, alors dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait comme d'habitude, je dirais que l'anamnèse n'est pas en faveur d'une cause plus fréquente, infectieuse, toxique. Toutes sont des maladies qui sont génétiques, donc bien sûr, y penser s'il y a une récurrence familiale. Dans la grande majorité, il s'agit de maladies de transmission autosomique récessive. Et bien sûr, il faut évoquer en premier les maladies qui sont traitables, puisqu'un traitement spécifique peut permettre d'améliorer le pronostic de ces patients. Donc, à peu près la même chose, c'est toujours donc des déficits enzymatiques. Quand une enzyme ne fonctionne pas, ça peut entraîner une accumulation en amont de ces déficits, donc des toxiques qui sont représentés ici sur ce schéma et qui s'accumulent, ou une carence en aval du déficit enzymatique et qui peut provoquer, elle aussi, des conséquences directes. Donc, on peut faire des dosages biochimiques, des dosages enzymatiques, bien sûr de la biologie moléculaire, et il y a un certain nombre de traitements qui sont accessibles, soit diététiques pour réduire les toxiques, soit des médicaments qui sont chélateurs ou qui permettent de remplacer ce qu'il manque et éventuellement de l'enzymothérapie. Donc, l'âge de début, c'est ça qui est important aussi de retenir, c'est que ça va du nouveau-né à l'âge adulte et que donc, du coup, tout le monde peut y être confronté, que ce soit dans des urgences pédiatriques, dans des urgences adultes et ça va comprendre effectivement beaucoup de spécialités médicales. Donc, encore une petite présentation. Donc, le groupe des maladies d'intoxication, j'ai dit que c'était un ou plusieurs composés toxiques qui s'accumulent. Et donc, en général, il va y avoir un intervalle libre de révélation où il faut qu'il y ait le temps que les toxiques s'accumulent avec des conséquences cliniques qui sont assez variables et des présentations cliniques aussi assez variables. Et il y a en particulier le foie et la gastro qui va être à ce moment-là important à prendre en compte. Il y a souvent des circonstances déclenchantes qui peuvent être l'accouchement pour un nouveau-né ou toutes les situations de catabolisme comme les gastro-entérites, le jeûne, etc. Le plus souvent, elles sont traitables et c'est vrai qu'il y a beaucoup dans ce groupe-là de présentations hépatiques qui peuvent être aiguës ou chroniques. Donc, je ne vais pas toutes vous les citer, mais il y a dans ce groupe-là les déficits du cycle de l'urée, les aciduries organiques et la leucinose, mais aussi d'autres maladies dont on va reparler après.
Le groupe des maladies énergétiques, où il y a souvent défaut de production ou d'utilisation d'énergie. Et donc, effectivement, tous les organes peuvent être touchés avec des présentations qui peuvent être également hépatiques, avec des syndromes de Reille, des rhabdomyolyses, et je vais revenir dessus. Certaines sont traitables, et donc il y a des présentations également hépatiques aiguës ou chroniques. Et le dernier groupe, le groupe des molécules complexes, donc qui sont un groupe où il n'y a en général pas forcément d'urgence thérapeutique, mais qui sont importantes à reconnaître, qui sont souvent des maladies progressives avec des symptômes qui sont plutôt multiviscéraux. Et là, il va y avoir aussi un certain nombre de maladies à présentation hépatique chronique. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, comment classer toutes ces maladies? Alors, je me suis posé la question parce qu'on a des centaines de maladies en maladies métaboliques. Est-ce que c'est par groupe de maladies, intoxication énergétique, molécules complexes? Est-ce qu'on pense à plutôt une atteinte hépatique isolée ou associée à d'autres choses? J'ai pris le parti d'essayer de classer en présentation chronique et présentation aiguë. On va revenir dessus et de vous donner quelques exemples cliniques. Donc, dans les présentations aiguës, la première présentation, c'est effectivement l'insuffisance hépatique aiguë qui apparaît comme un des modes de révélation fréquents dans les maladies métaboliques. Comme vous le voyez sur cette diapositive, finalement, dans les étiologies d'insuffisance hépatique aiguë, avant l'âge de 1 an, c'est très fréquent puisqu'il y a à peu près 30% de causes métaboliques. Il y a une diminution après l'âge de 1 an, un deuxième pic plutôt vers l'adolescence. Et donc, ça arrive même avant les causes infectieuses, toxiques et auto-immunes pour les enfants petits. Donc, c'est très important, effectivement, d'y penser devant une insuffisance hépatique aiguë. Les causes d'insuffisance hépatique aiguë chez l'enfant, je ne vous ferai pas les causes non métaboliques, mais pour les causes métaboliques, on va revenir dessus. Il y a en particulier la galactosémie, la tyrosinémie de type 1, la fructosémie, les déficits de l'oxydation des acides gras, les maladies mitochondriales et d'autres maladies un peu plus rares. Donc, toujours pour revenir aux insuffisances hépatiques d'origine métabolique, toutes celles qui sont mises en gras sont finalement des maladies qui sont traitables. Donc, c'est très important d'y penser. Vous voyez que il y a une grande majorité qui sont de révélation à des âges petits, nouveau-nés et nourrissons, avec une grande fréquence effectivement de maladies métaboliques. Mais ça peut arriver aussi dans l'enfance et l'adolescence. Et je vais vous montrer quelques exemples cliniques, en particulier les déficits du cycle de l'urée et le déficit de l'oxydation des acides gras. 2/3 de ces maladies-là sont traitables, donc extrêmement importantes à diagnostiquer. Donc ça, c'est à peu près la même chose que ce que je viens de vous dire. Effectivement, il y a 8 principales causes d'insuffisance hépatique aiguë chez le nouveau-né et le nourrisson qui nécessitent une prise en charge spécifique, précoce et spécifique, dont certaines causes, les 6 premières, sont métaboliques et d'autres qui sont infectieuses comme l'infection à herpès virus ou l'hémochromatose néonatale qui peuvent aussi être traitables. Donc, un premier petit cas clinique, un bébé qui est né à terme, qui n'avait pas fait de souffrance fœtale et qui, à 2 mois, se présente avec une gastro-entérite aiguë. Il est hospitalisé parce qu'il refuse de boire et qu'il vomit beaucoup. À l'examen clinique, on trouve une hépatomégalie isolée et vous voyez que sur son bilan biologique, il a une cytolyse importante avec des transaminases très élevées, 840 d'azate et 496 d'alate, et une insuffisance hépatocellulaire avec un TP à 15% et un facteur 5 à 20%. Son albumine est normale et son échographie abdominale est normale également. On lui arrête l'alimentation, il est perfusé avec du glucosé à 5%, ce qui permet d'arrêter ses vomissements et de corriger assez rapidement ses troubles de l'hémostase avec une régression progressive de la cytolyse. Ce bébé avait une intolérance héréditaire au fructose, qu'on appelle aussi fructosémie, donc une intoxication par le fructose qui est non métabolisée. Une petite diapositive sur l'intolérance héréditaire au fructose. C'est un déficit enzymatique en fructose 1-phosphatase aldolase hépatique. Et normalement, cette intolérance est révélée après ingestion de fructose, ce qui n'est normalement pas le cas d'un petit nouveau-né ou d'un nourrisson, sauf si on l'a réhydraté avec un soluté de réhydratation qui contient du fructose, comme c'est le cas dans la majorité des solutés de réhydratation. La clinique, c'est donc des vomissements,
Pour un enfant plus grand, l'aversion du fructose au moment de la diversification alimentaire avec, par exemple, des compotes, une hépatomégalie. On peut avoir des hypoglycémies postprandiales, une franche cytolyse, comme vous l'avez vu. Il y a des cas de tubulopathie. La confirmation diagnostique est essentiellement moléculaire et donc le traitement est finalement facile. En aigu, donc une perfusion de glucose et surtout arrêter le fructose et une supplémentation en vitamine C. Le deuxième cas clinique, Thomas, un premier enfant qui est de parents non apparentés, qui est né un petit peu prématuré, avec un bon Apgar, et finalement, l'évolution immédiate est relativement simple, sauf qu'il fait quelques apnées. Il sort quand même de néonat avec un lait Prémodilac, et à l'âge de 6 semaines, il revient parce qu'il ne prend pas bien du poids, il est pâle et il a un abdomen qui est volumineux. À l'examen clinique, il a une hépatomégalie et une ascite. Vous voyez qu'il a également une cytolyse hépatique importante, des phosphatases alcalines à 590, une bilirubine légèrement élevée, des LDH à 698 et une insuffisance hépatocellulaire avec un TP à 37% et un facteur 5 à 21%. Et il a également, à l'ECBU, une infection urinaire à Escherichia coli. Cet enfant avait une galactosémie congénitale, donc une intoxication par le galactose qui n'est pas métabolisée. Et donc, cette maladie-là, la galactosémie, c'est un déficit enzymatique en galacto-uridyltransférase. Donc, la clinique, c'est après ingestion de galactose que l'on trouve dans les laits, puisque ça provient du lactose, le galactose. En général, c'est après la première semaine de vie. C'est un tableau assez important cliniquement, avec des enfants qui ont une altération de l'état général, une ascite, un ictère, une insuffisance hépatocellulaire, qui peuvent avoir une cataracte. La tubulopathie est possible également, et c'est des enfants qui font fréquemment des infections à Escherichia coli. Le diagnostic est assez facile, qu'il faut faire avant toute transfusion par un test de Guthrie pour rechercher l'activité enzymatique de la galactose-uridyltransférase. Et le traitement, c'est l'arrêt de l'alimentation lactée, une perfusion en glucose. Et pareil, normalement, l'évolution est favorable avec une normalisation rapide de l'insuffisance hépatique. Et le dernier cas clinique, une petite fille de 5 mois, la période néonatale est sans particularité, elle est hospitalisée pour des vomissements et une augmentation du volume de l'abdomen. Elle a effectivement une hépatomégalie très importante ferme, une ascite, une insuffisance hépatocellulaire, des transaminases un peu élevées, les gamma-GT à 60 et des phosphatases alcalines à 1700. Elle a une alpha-fétoprotéine à 700 000 et elle a un foie multinodulaire et une néphromégalie. Et donc là, c'est le diagnostic de tyrosinémie héréditaire de type 1 qui est très important à connaître puisque c'est traitable également. Et donc, ce qu'il faut retenir de la tyrosinémie héréditaire de type 1, c'est l'enzyme fumarylacétoacétase qui est sur la voie du métabolisme de la phénylalanine qui donne la tyrosine. Donc, c'est des enfants qui se présentent dans la forme aiguë avec une insuffisance hépatocellulaire après, théoriquement, le 15e jour de vie, qui ont en général peu d'ictères, des transaminases pas très élevées, des phosphatases alcalines élevées et une alpha-fétoprotéine élevée. Le diagnostic est fait sur une chromatographie des acides organiques urinaires où il y a des composés toxiques qui s'accumulent, qui s'appellent le succinylacétone, mais aussi le delta-ALA. Et donc, c'est un déficit enzymatique en fumarylacétoacétase. Le traitement est bien sûr d'arrêter les protéines puisque la phénylalanine est un acide aminé, donc un composant des protéines, et de mettre un traitement par orfadin qui en fait va inhiber une enzyme qui est plus haut dans le cycle, qui inhibe la première dioxygénase et qui fait que ça empêche l'accumulation du succinylacétone qui est directement toxique pour le foie. En cas d'échec de ce traitement médical, on peut envisager une transplantation hépatique. La cytopathie mitochondriale, donc effectivement, c'est un groupe de maladies qui peut donner des insuffisances hépatocellulaires. Les présentations sont variables, peuvent être très bruyantes aussi dès les premiers jours de vie avec un ictère, une ascite, une hépatomégalie parfois dure. Et les particularités, c'est que c'est des enfants qui ont fréquemment effectivement des hypoglycémies, qui peuvent avoir une alpha-fétoprotéine également très très élevée et en général une hyperlactatémie avec un rapport lactate sur pyruvate élevé. Donc ça, c'est pour vous montrer un enfant qui avait une cytopathie mitochondriale avec un foie multinodulaire, une ascite importante. Et donc, il y a quelques gènes qui donnent en particulier des insuffisances hépatiques que je vous ai mis là, des GUOK, MPV17, Pol gamma, etc.
Donc ça, pour résumer, quand est-ce qu'on s'oriente vers une cause métabolique d'insuffisance hépatocellulaire? Donc comme je vous l'ai dit, en particulier si on a des antécédents familiaux. La chronologie oriente beaucoup. Si c'est d'emblée, c'est plutôt une maladie mitochondriale ou une hémochromatose ou un foie de choc. À partir de la première semaine de vie, plutôt une infection ou une galactosémie. Et après le 15e jour de vie, une tyrosinémie. À n'importe quel âge, je vais revenir dessus et évoquer un déficit du cycle de l'urée, un déficit de l'oxydation des acides gras. Donc, conduite à tenir devant une insuffisance hépatique aiguë, il faut penser à la triade, comme je vous l'ai dit, tyrosinémie, galactosémie et fructosémie. Il faut supprimer tout apport de galactose, de fructose et de protides en attendant les résultats métaboliques. On traite par orfadin si on suspecte une tyrosinémie de type 1. Et bien sûr, transfert de l'enfant à proximité d'un centre de transplantation hépatique si effectivement l'insuffisance hépatique est sévère. Et bien sûr, on s'assure de l'absence d'atteinte extra-hépatique qui pourrait contre-indiquer une transplantation hépatique, comme par exemple une cytopathie mitochondriale. Et éventuellement, on peut envisager une biopsie hépatique en fonction de la gravité de la situation. Donc là, le risque de mortalité est bien sûr important, plus de 70%. Donc effectivement, il faut y penser, surtout si l'enfant est petit, et donc contacter un centre spécialisé. Donc, un autre cas clinique, une petite fille de 19 mois qui a une grossesse normale, pas d'antécédents familiaux, un développement qui est bien et qui va faire un premier épisode de fatigue avec vomissement et transaminase à 5 fois la normale à l'âge de 12 mois. Et puis, elle a eu un bilan qui n'a rien montré de très particulier. Et à 16 mois, en contexte infectieux, elle refait la même chose, des épisodes de vomissement avec un enfant qui est irritable, grognon, avec une démarche ataxique. Une numération est faite qui est normale. Elle a une cytolyse à 3 fois la normale, un TP à 55%. Et là, si on dose l'ammoniémie, ce qui a été fait, elle avait une hyperammoniémie à 234 micromoles par litre. La normale est inférieure à 50. Elle a été transférée pour une prise en charge diagnostique et thérapeutique. Cet enfant avait un déficit du cycle de l'urée, déficit en OTC, et sa maman est conductrice. Donc, c'est une des maladies du cycle de l'urée qui est de transmission liée à l'X. Et donc, il faut y penser à tout âge. C'est une des maladies métaboliques par intoxication protéique relativement fréquente. Donc, une des enzymes du cycle de l'urée qui ne fonctionne pas, qui fait qu'on a une accumulation d'ammoniac. Et l'ammoniac est effectivement très toxique pour le cerveau. Les signes cliniques, ça va être effectivement une cytolyse hépatique, éventuellement une insuffisance hépatocellulaire ou un syndrome de Reille. Il faut rechercher un facteur déclenchant infectieux ou un jeûne prolongé. L'ammoniémie va donc être très élevée. On peut faire le diagnostic en faisant une chromatographie des acides aminés plasmatiques et faire un diagnostic après moléculaire. Ce sont des maladies qui sont traitables en arrêtant les protéines et en mettant des épurateurs de l'ammoniac. Madame B, une patiente de 20 ans qui n'a pas d'antécédents familiaux particuliers, qui est obèse, et on lui trouve lors d'une gastroentérite une cytolyse hépatique et une stéatose. Et puis finalement, quand on recreuse son dossier, elle a fait 2 hypoglycémies en contexte d'infection dans l'enfance avec hospitalisation sans étiologie retrouvée. Là, elle consulte donc à l'âge de 20 ans pour malaise avec douleur abdominale, des vomissements, des céphalées. Et puis finalement, elle se dégrade assez rapidement sur le plan neurologique avec une patiente qui arrive finalement dans le coma. Les toxiques sont négatifs, le iono est normal, la PL et le scanner ainsi que l'IRM cérébral sont sans particularité. Cette patiente, comme vous le voyez dans le bilan, a une hypoglycémie franche à 2 millimoles par litre, une cytolyse hépatique, un TP à 60% avec un facteur 5 normal, des CPK à 28 000, une ammoniémie un peu élevée à 177. Elle fait donc une rhabdomyolyse avec un syndrome de Reille. Et cette patiente a une anomalie de la bêta-oxydation des acides gras à chaîne longue, un déficit multiple, et elle va s'améliorer grâce à une perfusion de glucose, de carnitine et de vitamines. Donc, l'anomalie de l'oxydation des acides gras, c'est pareil, c'est plus fréquent en pédiatrie, mais on peut la rencontrer aussi à l'âge adulte. C'est d'une part une maladie d'intoxication, puisqu'on ne peut pas métaboliser les graisses à chaîne longue qui s'accumulent, et d'autre part une maladie énergétique, puisqu'on ne peut pas fabriquer de corps cétonique et d'acétyl-CoA au moment d'un jeûne.
Et donc, les acides gras, comme vous le savez, c'est un substrat énergétique important pour le cœur, mais aussi pour les muscles et pour le foie. Et donc, les tableaux cliniques, ce sont des hypoglycémies hypocétotiques au jeûne, mais aussi des atteintes cardiaques avec des troubles du rythme et des cardiomyopathies, des atteintes musculaires, comme c'était le cas de cette patiente, et des atteintes hépatiques qui peuvent être au premier plan, avec des hyperammoniémies secondaires, éventuellement des insuffisances hépatocellulaires ou un syndrome de Reille. Le principe du traitement va être d'arrêter les graisses, de faire une perfusion glucidique à bon débit et de la carnitine. Bon, le syndrome de Reille, donc vous avez vu, 2 diagnostics principaux en maladie métabolique, surtout chez l'enfant petit, mais ça peut être aussi chez l'adolescent ou l'adulte, le déficit du cycle de l'urée et les déficits de l'oxydation des acides gras. Les présentations chroniques, rapidement, puisque c'est moins fréquent finalement. Hépatomégalie isolée, c'est finalement assez rare en maladie héréditaire du métabolisme. Je pense qu'il faut retenir les glycogénoses, en particulier du groupe 1 et du groupe 3, qui peuvent être révélées par une hépatomégalie plutôt molle, avec des hypoglycémies de jeûne court. Et là, il va falloir faire un cycle glycémie-lactate, puis des dosages d'activité enzymatique et la biologie moléculaire pour confirmer ce diagnostic. Quand on est devant une hépatomégalie associée à autre chose, donc éventuellement une splénomégalie et un bilan hépatique qui peut être pas ou peu perturbé, il y a d'autres types de glycogénose, par exemple la glycogénose 6 et 9, où parfois il y a une hépatomégalie associée à une hypoglycémie et parfois une cytolyse qui est modérée. Le groupe du CDG syndrome, donc des troubles de glycosylation des protéines, mais la présentation hépatique pure est rare. Les maladies lysosomales, mais ça c'est un grand groupe de maladies où en général il n'y a pas que des symptômes hépatiques. La maladie de Wilson que vous connaissez mieux que moi, les maladies peroxysomales et éventuellement la glycogénose de type 4 qui est rare, mais qui peut se présenter sous forme de cirrhose. Un petit cas clinique, Jean-Baptiste est né d'une fratrie de 2, parents non apparentés, il n'a pas d'antécédent particulier, une croissance qui est tout à fait bien, développement psychomoteur normal, et au cours d'une appendicectomie à l'âge de 13 ans, on lui retrouve des transaminases relativement élevées, 95 et 130. C'est recontrôlé à distance et cette cytolyse est chronique. À l'échographie abdominale, il a une hépatomégalie stéatosique. On lui fait un bilan lipidique. Il a une hypercholestérolémie avec un cholestérol total à 7 et une hypertriglycéridémie modérée. Et finalement, vous voyez qu'il a une biopsie hépatique à l'âge de 14 ans qui retrouve cette stéatose assez diffuse, une petite fibrose et des cellules de Kupfer à cytoplasme spumeux. Et ce patient a un déficit en lipase acide lysosomale avec une activité enzymatique qui est basse dans les fibroblastes. C'est donc une maladie rare, le déficit en lipase acide lysosomale, mais qui peut avoir des spectres phénotypiques variables, puisqu'il y a une forme précoce extrêmement sévère chez le nouveau-né qui s'appelle la maladie de Volman, et la forme plus tardive qu'on voit plutôt dans l'enfance ou chez l'adulte, donc c'est la maladie des esters de cholestérol. C'est une maladie de transmission autosomique récessive et c'est lié à un défaut de dégradation des esters de cholestérol et des triglycérides au niveau du lysosome. Donc rapidement, comme je vous ai dit, la maladie de Volman, c'est une maladie qui est extrêmement grave, révélée dans les 12 premiers mois de vie, avec en l'absence de traitement un décès assez rapide, des enfants qui ont un abdomen très volumineux, une hépatosplénomégalie et éventuellement une insuffisance hépatocellulaire, des calcifications surrénaliennes, mais qui vont bien sur le plan neurologique. Et sous traitement par enzymothérapie substitutive, ils évoluent très bien. Et la maladie donc CESD, c'est la forme donc du plus grand, enfant, ado ou adulte. Donc là, c'est plutôt une atteinte hépatique au premier plan, sous forme d'une cytolyse, d'une hépatomégalie, d'une stéatose, et ça peut évoluer vers la cirrhose. Ils ont également une dyslipidémie hétérogène. Donc le diagnostic différentiel, c'est essentiellement la NASH. Et l'évolution peut être quand même assez désastreuse avec une fibrose et une cirrhose hépatique et éventuellement des complications liées à la dyslipidémie. On peut éventuellement se poser la question de les traiter par enzymothérapie. Donc après, les présentations chroniques, il y a à peu près toutes les maladies héréditaires du métabolisme, donc c'est compliqué de trier. Peut-être qu'il faut retenir qu'il y en a quelques-unes qui donnent donc des cirrhoses. On vient de voir le déficit en lipase acide. Il y a aussi les cytopathies mitochondriales, certaines glycogénoses, la tyrosinémie et la galactosémie. Certaines peuvent donner des hépatocarcinomes. C'est le cas de la tyrosinémie si elle est traitée trop tardivement, la citrullinémie type 2 et les cytopathies mitochondriales.
Et donc, pour finir, en quelques diapos, parce que la cholestase, ce n'est pas une porte d'entrée très fréquente en maladie métabolique. Donc, en pédiatrie, les cholestases à gamma-GT élevées, bien sûr, bon, c'est atrésie des voies biliaires. Les causes non métaboliques, je ne vais pas vous en parler. Les causes métaboliques, il y en a peu. Il y a les maladies peroxysomales, donc, qui sont rares, qui sont des maladies surtout d'expression neurologique, avec des enfants très hypotoniques qui ont une dysmorphie et qui ont bien sûr une atteinte hépatique qu'on peut diagnostiquer en faisant le dosage des acides gras à très longue chaîne, l'acide phitanique et pristanique. Le groupe maladie lysosomale, en particulier Gaucher et Niemann-Pick, c'est des enfants qui ont en général une hépatosplénomégalie. On peut faire aussi donc, les dosages enzymatiques spécifiques et de la biologie moléculaire. Les maladies mitochondriales qui sont un vaste spectre de maladies avec des enfants en général quand c'est des présentations précoces avec une atteinte neurologique qui font fréquemment des hypoglycémies et qui ont une alpha-fétoprotéine élevée. On leur fait donc des points redox pour regarder s'ils ont une hyperlactatémie. On peut faire des analyses de la chaîne respiratoire sur le muscle ou sur le foie et de la biologie moléculaire. Et enfin, les troubles de glycosylation des protéines, qui sont des atteintes plutôt pluriviscérales, où on fait le diagnostic également en faisant de l'isoélectrofocalisation de la transférine sur papier buvard. En résumé, quel bilan métabolique à faire? Vous voyez que c'est assez complet, mais si on peut faire déjà un bilan standard pour les causes aiguës, c'est un iono complet, une ammoniémie qu'il faut essayer de faire bien comme il faut dans la glace et si possible sans garrot, les CPK et le bilan lipidique. Pour les maladies d'intoxication énergétique, il faut penser à faire les chromatographies des acides aminés plasmatiques, chromatographie des acides organiques urinaires, surtout pour la tyrosinémie type 1 pour le succinylacétone, le profil des acides carnitines pour la bêta-ox, le spot test pour la galactosémie, pour la fructosémie, la biologie moléculaire, les points redox plutôt pour les causes énergétiques des cytopathies mitochondriales, le cycle glycémie-lactate pour les glycogénoses hépatiques. Et puis, si on a d'autres signes associés, vous voyez que c'est plus complexe. Donc, éventuellement, les enzymes lysosomales, le bilan peroxysomal, la recherche de CDG syndrome. En message clé, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de maladies héréditaires du métabolisme à présentation hépatique aiguë ou chronique, et ça peut être à tout âge. Si on pense aux toxiques exogènes, il faut penser aux toxiques endogènes. Donc, avez-vous mesuré l'ammoniémie? Il faut y penser devant une insuffisance hépatocellulaire, d'autant plus que l'enfant est petit, car ce sont, vous voyez, quasiment toutes des causes traitables. Il faut y penser devant un syndrome de Reille, parce que pareil, les déficits du cycle de l'urée et de l'oxydation des acides gras sont traitables. Il faut y penser aussi devant les atteintes plurisystémiques, et c'est un peu moins fréquent pour les cholestases. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Anaïs pour cette présentation extrêmement claire et complète. Et bravo d'avoir réussi à tenir le temps de 30 minutes. Alors, je rappelle à l'assistance que si vous souhaitez revoir les diapositives à tête reposée, l'enregistrement sera disponible prochainement. Et donc voilà, vraiment, merci beaucoup. C'était passionnant. Alors, on a quelques questions de la salle. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez utiliser le chat ou lever la main. Et je vais commencer par une question de la salle ici, de notre côté, sur l'hémochromatose néonatale. Parce qu'effectivement, si tu veux commenter, parce que je pense que ce n'est pas du tout la même physiopathologie que l'hémochromatose génétique de l'adulte. Voilà, donc la question c'était quel est le mécanisme de l'insuffisance hépatique aiguë et comment la reconnaître si la cytolyse est très élevée et donc qui augmente la ferritine. Alors, c'est vrai que je ne vais pas être trop l'experte pour les hémochromatoses néonatales parce qu'en général, quand on va y penser, c'est plutôt les hépatologues pédiatres qui vont être appelés. C'est effectivement pas du tout le même mécanisme. Et en général, donc c'est plutôt une question immunologique, en fait. Donc, c'est souvent plutôt à partir de la deuxième grossesse. Après, vous expliquer exactement la physiopathologie, c'est honnêtement vraiment pas mon domaine, donc il faudrait plutôt interroger des hépatologues pédiatres, sauf si les hépatologues adultes peuvent m'aider dans la salle. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en général, quand on est appelé pour une insuffisance hépatique du petit, on est appelé en fait en parallèle et les métaboliciens et les hépatologues pédiatres pour réfléchir ensemble. Donc, je ne sais pas si Claire, tu veux m'aider. Oui, donc en fait, effectivement, le nom a changé. Maintenant, on appelle ça l'hépatite allo-immune. Et parce qu'effectivement, la physiopathologie, comme tu disais bien, c'est une maladie allo-immune transmise par la mère. Et
Alors, autre question, pareil. Alors, je pense que les hépatologues adultes dans la salle ont tous sursauté quand ils ont vu une alpha-fétoprotéine à 300 000 Ah oui, dans la tyrosinémie, dans 700 000. 700 000. Donc, c'est vrai que finalement, la question dans ces cas-là, c'est comment peut-on diagnostiquer un hépatocarcinome et est-ce que l'alpha-fétoprotéine se normalise complètement sous traitement et après, comment vous surveillez en fait? Alors, en général, sous traitement avec l'orfadin, effectivement, l'alpha-fétoprotéine va rentrer dans la norme. Si elle ne rentre pas dans la norme, pour l'âge, on va s'inquiéter. Donc, effectivement, on va pousser à l'IRM hépatique, on va rediscuter avec les hépatologues. Et dans le suivi de la tyrosinémie, on est très vigilant, effectivement, à cette alpha-fétoprotéine parce qu'on sait que pour les enfants qui ont pu être traités éventuellement un peu tardivement ou les formes un peu plus chroniques, il y a quand même un risque, même sous traitement, de faire un hépatocarcinome. Donc, dès que l'alpha-fétoprotéine décroche un peu, on est assez vigilant. Et après, bien sûr, la mesure du succinylacétone et du delta-ALA qui, s'y repassent au-dessus de la fourchette, de la norme, vont également nous inquiéter. Après, c'est vrai que l'alpha-fétoprotéine, il y a des normes pour l'âge. Donc, comme dit Claire, 700 000, bon, ouais, c'est énorme. Mais donc, il faut comparer par rapport à l'âge de l'enfant. Il y a des ABAC avec l'alpha-fétoprotéine. Merci. Et dernière question, finalement, qu'est-ce qu'on retient comme indication pour une biopsie hépatique pour éliminer une maladie métabolique? Parce que si je comprends bien, il y a beaucoup de diagnostics qui peuvent être faits sans passer par la biopsie. Donc, dans quel cas est-ce que vous avez besoin d'une biopsie finalement? Alors finalement, c'est vrai que la biopsie hépatique, on va plutôt la faire soit parce qu'on n'a pas de diagnostic, donc pour s'orienter parce qu'on sait qu'il y a une atteinte hépatique, mais on n'arrive pas à faire de diagnostic, et donc ça peut être pour orienter le diagnostic, ou alors parce que malheureusement, l'enfant va mal, et donc c'est aussi un peu pareil, c'est plutôt à viser diagnostic et moléculaire pour éventuellement une future grossesse. Donc, ça peut arriver qu'on le fasse devant une suspicion effectivement de cytopathie mitochondriale. Donc, on peut faire des dosages effectivement enzymatiques de la chaîne respiratoire ou directement du moléculaire. Donc, ça arrive qu'on le fasse effectivement en situation aiguë. Après, c'est toujours pareil, quand il y a une insuffisance hépatique, on n'aime pas beaucoup faire une biopsie de foie parce que ça saigne. Donc, c'est toujours quelque chose qui est vu avec les hépatologues en fonction de l'état de l'enfant et qu'on fait parfois aussi au moment d'un décès, ça peut arriver. D'accord. Très bien, merci beaucoup Anaïs d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je vais passer la parole à ma co-modératrice Isabelle Olivier, qui va introduire la suite de la session maladie vasculaire du foie. Bonjour, donc à ceux qui étaient déjà là ce matin. Effectivement, maintenant, j'appelle en gros l'hôpital Beaujon sur maladie vasculaire du foie. Donc, en file indienne, le professeur Valla, Aurélie Plessier et Pierre-Emmanuel Rotou, qui, j'espère, va arriver, mais que je n'ai pas de son foie. Donc, cela me donne des sueurs froides. Mais son professionnalisme me laisse penser qu'il va nous rejoindre d'ici peu. De toute façon, c'est Aurélie qui commence, donc avec son intervention sur la reperméabilisation au cours des maladies vasculaires du foie, pour qui et comment. Je vous encourage vraiment à poser des questions orales parce que c'est vrai que voilà, c'est en toute simplicité cette réunion, donc n'hésitez pas à moins que vous soyez en pyjama, mais à cette heure-ci, c'est moins probable que ce matin, à prendre la parole oralement et surtout par chat, même s'il y a quand même des questions malgré tout. Essayez de participer de manière dynamique. Voilà, alors merci à tous. Aurélie? Chers amis, chère Isabelle, je vous remercie de votre invitation pour vous présenter aujourd'hui les interventions de reperméabilisation au cours des maladies vasculaires du foie. Qui cela concerne-t-il et comment? Donc, d'abord, cela va concerner les maladies vasculaires du foie en dehors de la cirrhose et ma présentation se déroulera selon la séquence suivante. Je parlerai d'abord de la recanalisation spontanée dans les différentes situations et nous verrons si elle est possible. Ensuite, nous parlerons de l'évolution avec le traitement médical seul et ensuite quand un traitement interventionnel est nécessaire et les deux types de traitements interventionnels. Le premier type de traitement sont les recanalisations soit d'une veine hépatique, soit de la veine porte en restaurant
le drainage veineux physiologique, ce qui est la situation idéale a priori, soit à l'aide de shunts portosystémiques. Ici, je ne parlerai que des shunts portosystémiques par voie radiologique qui sont les TIPS. Donc aujourd'hui, je ne vais vous parler de ces différents aspects uniquement dans l'obstruction du drainage veineux hépatique, qui est le syndrome de Budd-Chiari, et dans l'obstruction portale, qui est la thrombose porte, que ce soit au stade aigu ou chronique. Je ne vous parlerai pas des maladies vasculaires portosinusoïdales. Pour commencer, ce sont des situations un peu particulières, comme vous le savez sûrement, car il y a plusieurs facteurs de risque, en particulier des facteurs prothrombotiques qui sont identifiés dans ces deux pathologies, que ce soit le syndrome de Budd-Chiari et la thrombose de la veine porte. Et ces facteurs peuvent être associés dans ces deux maladies, ce qui peut complexifier la prise en charge, puisqu'il faut en tenir compte dans la prise en charge des patients. Donc, qu'en est-il de la radicalisation spontanée et de l'évolution en absence de traitement anticoagulant? Il faut revoir des études un peu plus anciennes, cette étude européenne multicentrique, où seuls 13 patients n'avaient pas reçu de traitement anticoagulant. Et sur ces 13 patients, vous voyez qu'aucun de ces patients n'avait une recanalisation spontanée et qu'en revanche, à 5 mois, un quart de ces patients étaient décédés. Dans la thrombose porte aiguë, lorsqu'on poule un certain nombre d'études rétrospectives et anciennes, vous pouvez voir que sur 138 patients, un seul malade a recanalisé et 15% des patients décédaient. Enfin, il est important de noter que lorsqu'on arrête les traitements anticoagulants, et ça, ce sont des résultats très récents, le risque de récidive de thrombose est élevé, avec un risque de récidive d'environ 20% patients année à l'arrêt du traitement anticoagulant dans la thrombose porte chronique sans cause forte de récidive. Tout ça pour dire que le traitement anticoagulant est donc indiqué dans ces pathologies, car que ce soit dans le syndrome de Budd-Chiari et la thrombose porte, la recanalisation spontanée est exceptionnelle. Il existe un risque de complications et de mortalité élevé en l'absence de traitement anticoagulant, en particulier dans la thrombose aiguë. Et le risque de récidive de thrombose est également élevé, comme je vous l'ai montré, dans la thrombose porte chronique. Qu'en est-il de l'évolution du syndrome de Budd-Chiari? D'abord avec traitement anticoagulant seul, puis avec une angioplastie ou un stent au niveau d'une veine hépatique. Donc vous voyez que le traitement anticoagulant seul permet Donc ici, vous avez représenté la stratégie thérapeutique qu'on a actuellement dans le syndrome de Budd-Chiari. Pour tous les patients, symptomatiques ou non, on va débuter un traitement anticoagulant, traiter la cause du syndrome de Budd-Chiari, traiter les complications, et finalement, 10 à 20% des patients recevront uniquement un traitement anticoagulant. De façon assez concomitante, on va repérer les patients pour qui une angioplastie, une recanalisation de la veine hépatique, soit uniquement par angioplastie, soit avec un stent, est possible. Cette recanalisation est possible chez les patients qui ont des sténoses partielles, courtes, et ça concerne environ 60% des patients qui ont une obstruction de la veine cave inférieure et environ un quart des patients qui ont une obstruction des veines hépatiques. Finalement, en Europe, ce geste technique n'est réalisable que chez environ 25% des patients, alors que, pour des raisons encore un peu obscures, en Asie, ce geste est réalisé chez 80 à 95% des patients. C'est un geste qui a une faible morbidité, un taux faible de récidive de syndrome de Budd-Chiari, environ 15% des cas, et moins de complications dues à la procédure par rapport aux TIPS, en particulier moins d'encéphalopathie hépatique, puisqu'il n'y a pas d'encéphalopathie hépatique chez les patients avec recanalisation des veines hépatiques, alors qu'il y a un taux d'encéphalopathie hépatique autour de 18% avec TIPS. Une étude récente
a préconisé le fait de mettre en place un stent d'emblée plutôt qu'une angioplastie en première intention dans cette situation. En cas d'échec de ces différents traitements, traitement médical, angioplastie, un TIPS est proposé. Cela concerne environ 50 à 60% des patients. L'efficacité du TIPS a été évaluée dans plusieurs études. On voit que le TIPS est efficace sur l'ascite dans 97% des cas. À noter que c'est beaucoup plus rare dans la cirrhose. Et ce TIPS permet également une réascension de l'albumine, une diminution de la bilirubine chez les patients traités par TIPS au cours du syndrome de Budd-Chiari. D'autres études ont évalué l'évolution des patients avec un syndrome de Budd-Chiari et une acute and chronic liver failure avec et sans traitement interventionnel radiologique. Vous voyez en bleu les patients qui n'avaient pas d'ACLF et qui avaient un traitement interventionnel, en vert des patients qui avaient une ACLF avec un traitement interventionnel. Vous voyez que leur taux de survie est équivalent. En revanche, les patients qui n'avaient pas de traitement interventionnel et qui avaient une ACLF avaient un pronostic beaucoup plus défavorable. Il faut noter que dans cette étude, 40% des patients avaient une recanalisation des veines hépatiques ou de la veine cave et 60% des patients avaient un TIPS. Donc, il semble que dans cette situation de acute and chronic liver failure, le traitement interventionnel radiologique, que ce soit recanalisation au TIPS, soit bénéfique. Quelles sont les complications tardives du TIPS dans cette situation? On retrouve un risque d'encéphalopathie hépatique de 21 à 25% à 1 an. Le plus souvent, cette encéphalopathie hépatique est transitoire, mais elle peut être récidivante et il est probable que la rifaximin soit assez efficace sur cette encéphalopathie hépatique. La deuxième complication sont les dysfonctions du TIPS, pour lesquelles on peut être amené à aller recanaliser ces TIPS, et cette dysfonction est plus fréquente chez les patients qui ont des stents non couverts, également chez les patients qui ont un syndrome myéloprolifératif. Ceci a été récemment montré par Maxime Renaud. En résumé, au cours du syndrome de Budd-Chiari, le traitement médical seul suffit dans 10% des cas, mais il faut absolument surveiller les critères d'évolution favorable pour discuter les gestes radio-interventionnels assez rapidement, sans trop attendre si l'évolution n'est pas favorable, et discuter d'emblée les gestes de recanalisation qui sont peu morbides. Se pose la question de mettre en place un stent en première intention. Ceci est à confirmer peut-être dans une étude européenne. Et le TIPS est efficace sur les symptômes, ça a bien été montré, mais il existe un risque d'encéphalopathie hépatique à peser lorsque la décision de TIPS est discutée. Je vais maintenant évoquer ces recanalisations dans la thrombose porte aiguë. La thrombose porte aiguë va évoluer vers un risque d'infarctus intestinal chez 2% des patients ou vers un cavernome avec ces complications du cavernome dans environ 40% des cas. Il faut noter qu'au cours de la thrombose porte aiguë, avec le traitement anticoagulant seul, on peut faire disparaître le bloc sous-hépatique dans environ 40% des cas à 6 mois, ce qui est déjà pas mal. Et que les facteurs prédictifs de non-recanalisation que nous avions retrouvés étaient le fait d'avoir à l'imagerie initiale une ascite et une obstruction étendue, en particulier à la veine splénique. Donc ces critères étaient des critères péjoratifs en défaveur de la recanalisation par traitement anticoagulant. De fait, un certain nombre d'études anciennes ont évalué la recanalisation par voie radiologique. Si on poule ces études, ça fait un nombre total de patients d'environ 112. Vous voyez, avec des études où il n'y a que 2 patients, d'autres 32. Et les indications dans toutes ces études de cette recanalisation portale en cas de thrombose porte aiguë étaient extrêmement variables, d'extension de la thrombose
à persistance de douleur, dans des critères d'indication très subjectifs et donc assez difficile de voir clarifier vraiment ces indications. Dans ces études, un TIPS était réalisé de façon concomitante dans 25% des cas. Le geste était efficace techniquement dans 60% des cas, avec des complications, donc quand même des morts, une mortalité de 2%, et des hémorragies qui étaient fréquentes, autour de 30 à 40% d'hémorragies sévères. Une étude plus récente et prospective a évalué la recanalisation à la fois par thrombolyse systémique au départ, puis locale au cours de la thrombose porte aiguë. Donc, il s'agissait de patients qui avaient une thrombose porte aiguë et qui gardaient, vous voyez que les critères sont quand même peu précis, des douleurs et une souffrance digestive malgré le traitement anticoagulant par HBPM. Ces patients recevaient alors une thrombolyse systémique, s'ils n'avaient pas de contre-indication, bien évidemment, à la thrombolyse. Et ensuite, les patients qui avaient encore des douleurs, un œdème intestinal ou qui n'avaient pas d'amélioration du thrombus à un scanner à 48 heures, avaient alors une thrombolyse locale avec ou sans TIPS, alors que ceux qui n'étaient plus symptomatiques poursuivaient leur traitement pendant 7 jours. Voici les caractéristiques des patients qui avaient des thromboses portes relativement étendues, occlusives, et donc étendues à la veine splénique, qui était, vous vous rappelez, notre critère de non-repermélisation chez 81% des patients. De la même manière, l'autre critère de non-repermélisation qui était l'acide, 64% des patients avaient de l'acide dans cette étude. Et donc, vous voyez que finalement, 14 patients ont reçu la thrombolyse systémique puis locale avec une thrombolyse locale et un TIP chez 11 patients et une recanalisation chez 10 patients. Au total, 100% dans cette étude, 100% des patients recevaient une thrombolyse systémique, 45% une thrombolyse locale et finalement 55% un TIPS. Les résultats étaient les suivants. Une recanalisation était obtenue chez 87% des patients, mais elle était souvent incomplète. Et vous voyez que malgré tout, les patients avaient une résolution des symptômes. Dans 91% des cas, il faut noter que cette résolution des symptômes est très souvent présente sous anticoagulants également, et que malheureusement, il n'y a pas de groupe contrôle pour comparer cette situation clinique à un groupe de patients avec anticoagulants seuls. Quelles étaient les complications? Il y a eu 3 interventions chirurgicales nécessaires, une résection pour infarctus intestinal malgré la prise en charge, une sténose tardive et une hernie étranglée. 3 patients ont récidivé cette thrombose et il y a quand même eu des complications majeures à type d'hématome au point de ponction et intrahépatique et une encéphalopathie hépatique post-TIPS. Donc, au cours de la thrombose porte aiguë, on peut résumer les choses de la façon suivante. L'évolution à long terme de la thrombose porte non recanalisée est à évaluer. Il faut valider les critères de non-repermélisation qu'on avait trouvés, c'est-à-dire l'acide et la thrombose étendue à la veine splénique. Il y a des vraies améliorations techniques pour effectuer des recanalisations portales radiologiques. La thrombolyse systémique et locale sont possibles et les risques semblent plus faibles sur cette série plus récente que sur les séries plus anciennes. Il faut quand même être prudent sur le risque de complications du TIPS à long terme et vraiment l'idéal serait de proposer un PHRC sur la thrombolyse chez les patients à risque de non-repermélisation pour valider les résultats dans cette situation. Maintenant, qu'en est-il des techniques de reperméabilisation au cours de la thrombose porte et l'évolution de la thrombose porte à long terme? À long terme, la thrombose porte évolue donc en cavernome. Ce cavernome peut se compliquer de varices ésophagiennes, d'hémorragie.
plus rarement d'encéphalopathie hépatique, d'ascites. On observe effectivement des hémorragies digestives chez environ 32% des patients à 5 ans. Le risque de récidive de thrombose est évalué de 5,5% patients année. Le risque de cholangiopathie portale symptomatique est autour de 5 à 20%. Et enfin, des complications plus rares, un syndrome hépatopulmonaire, hypertension portopulmonaire, encéphalopathie hépatique minime, quand même 35% chez l'adulte dans une étude indienne. De fait, les pédiatres, très rapidement, en particulier les chirurgiens pédiatres, ont évalué l'efficacité de shunts chirurgico-mésentéricoportes avec une efficacité importante sur l'hypertension portale qui était contrôlée après ces shunts et une amélioration de la fonction hépatique, également des fonctions supérieures. Chez l'adulte, il y a maintenant 2 études venant de la même équipe qui évaluent la recanalisation du cavernome porte sans cirrhose et sans TIPS. En effet, vous voyez que donc, les premiers, ça c'est la première étude qui a été publiée, la deuxième ici. On va parler tout de suite de la deuxième étude. Il y avait 31 patients, donc 14 venant de la première étude. Aucun patient n'avait un TIPS. Et finalement, une recanalisation était possible et efficace chez 87% des patients. Il y avait 20% de complications immédiates, en particulier hémorragiques le plus souvent, et 30% de dysfonction tardive, d'obstruction plus tardive de ces recanalisations portales. Ce qui avait été montré dans la première étude, c'est que ces obstructions, que ces échecs de recanalisation dépendaient de l'étendue de l'obstruction portale initiale. Vous voyez que les types 1 sont les patients avec une thrombose du tronc essentiellement de la veine porte et du début des branches droite et gauche. Les types 2, l'extension à droite et à gauche est un peu plus importante. Et les types 3, l'extension de la thrombose va jusqu'au segmentaire et sous-segmentaire. Vous voyez que en fonction du type d'extension de thrombose, le taux d'efficacité de recanalisation est très variable. Et effectivement, les types 3 sont systématiquement des échecs de recanalisation ou de rethrombose, et c'est dans ces situations que peut-être un TIPS doit être envisagé. En revanche, dans les types 1 ou dans les types 2, l'efficacité de la recanalisation du geste de recanalisation était très élevée. Vous voyez ici un exemple, un volumineux cavernome qui est canalisé, dilatation de la veine porte obstruée et reperméabilisation, c'est magnifique, plus de cavernome, voilà, c'est une image prêtée par Alban Denis. Et dans cette dernière étude, donc sur un plus grand nombre de patients, 34 patients, les facteurs associés à un échec de recanalisation ou à une dysfonction tardive étaient, pour l'échec de recanalisation, une thrombose porte de type 3, dont on vient de parler. Lorsque l'indication de la recanalisation était des douleurs abdominales réfractaires, c'est un critère de risque d'échec de recanalisation. Et enfin, les risques de dysfonction tardive étaient chez les patients qui avaient des indications de douleur abdominale réfractaire ou une hémoglobine élevée au moment du geste. L'efficacité a été évaluée essentiellement sur la sarcopénie. Vous voyez qu'entre le premier jour et M12, la masse musculaire est bien plus importante chez ce patient. Et également, le volume hépatique qui a été évalué par une volumétrie est bien plus important après recanalisation, alors que la taille de la rate a bien diminué de taille. Le volume de la rate est bien diminué, ce qui, a priori, préjuge d'une meilleure évolution pour les patients. Qu'en est-il maintenant du TIPS chez les patients qui ont donc un cavernome porte et qui n'ont pas de cirrhose?
3 études, la plus récente publiée récemment dans les pathologies, donc encore un nombre un peu limité de patients, mais ici 39 patients, ça commence à être intéressant. Vous voyez que le taux de recanalisation est relativement élevé, 81% à 36 mois, en sachant que plusieurs dysfonctions du type sont amenées les patients à être pris plusieurs fois pour avoir ce taux de 80%. Je vais détailler un peu plus tard. Il y avait des complications, encore une fois, essentiellement hémorragiques, et ici, contrairement à la recanalisation, des encéphalopathies hépatiques et des risques de dysfonction du type. Je donnerai plus de détails après. Les caractéristiques des malades étaient relativement habituelles, avec des facteurs de risque, en particulier des syndromes myéloprolifératifs, des facteurs de risque de récidive de thrombose, des thromboses relativement étendues, à la veine mésentérique en particulier, des indications de cavernome porte symptomatique. Ici, il y avait 60% des patients qui avaient des douleurs abdominales, donc peut-être un sous-groupe de patients qu'on a vu avec facteur péjoratif de recanalisation spontanée. 61% avaient de l'hypertension portale, et puis des patients qui avaient de la cholangiopathie portale symptomatique. L'accès pour le type pouvait être transplénique, transporte, transmésentérique, et l'efficacité a été évaluée objectivement et subjectivement. L'efficacité objective, c'est le score de Child-Pugh, l'albumine, les transaminases, les plaquettes qui n'étaient pas modifiées entre M1 et M12. Seul un patient avait une récidive hémorragique parfaitement contrôlée sur une sténose du TIPS redilatée dans cette étude. Et puis, ils ont comparé l'évaluation par 2 hépatologues en aveugle, et 87% des malades présentaient une amélioration des symptômes, acide, douleur abdominale, hémorragie digestive ou amélioration biologique, selon l'avis subjectif de ces hépatologues. Ici, vous voyez que les résultats totaux sont bons, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, environ 83% de non-dysfonction du TIPS, avec des obstructions relativement fréquentes, puisqu'environ 30% des patients avaient des épisodes de dysfonction du TIPS. Donc la faisabilité était bonne, 39 sur 39 patients, mais les TIPS pouvaient se thromboser, et il y avait des épisodes d'encéphalopathie hépatique relativement fréquents, et puis d'autres complications du TIPS habituelles, complications cardiaques et hémorragiques. En résumé, la recanalisation sans TIPS de la veine porte est vraiment une bonne indication chez les patients qui ont un type 1 et un type 2. Elle n'entraîne pas d'encéphalopathie hépatique, mais il reste des risques de dysfonction du tronc porte recanalisé dans environ 30% des cas. Ce geste semble vraiment efficace sur la sarcopénie et sur la taille de la rate et du foie. Une recanalisation hépatique avec TIPS est faisable dans 100% des cas, mais au prix d'une encéphalopathie hépatique et d'une dysfonction dans 30% des cas. En conclusion, il y a une vraie amélioration des techniques de radiologie interventionnelle. Il faut vraiment discuter et évaluer le bénéfice et le risque à la fois des indications et du geste. Je conclurai en disant qu'il y a un vrai bénéfice et un risque modéré, faible à modéré, lorsqu'on veut drainer des veines hépatiques par angioplastie ou stent, lorsqu'on veut mettre un TIPS au cours du syndrome de Budd-Chiari avec une équipe entraînée, et lorsqu'on veut réaliser une recanalisation d'un cavernome de type 1. Le bénéfice reste à évaluer dans la thrombose porte aiguë
étendue avec des facteurs de risque de non-reperméabilisation. Et le bénéfice est très probable, mais le risque est quand même relativement élevé chez les patients chez qui on va faire une recanalisation pour un cavernome symptomatique avec douleur abdominale ou de type 2. Et pour les patients chez qui on va mettre un TIPS en place de façon systématique dans le cavernome. Donc, il est très important de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de valider les indications du bénéfice attendu avant de discuter le geste technique et sa faisabilité. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Aurélie, encore une fois de cette intervention très complète et très claire. Les questions sont multiples parce que ce sont des situations quand même assez rares et qu'on a, c'est vrai, pas trop l'habitude de gérer. Est-ce que tu peux nous dire concrètement la thrombolyse, comment ça se passe en systémique par exemple? Quels sont les produits qu'il faut utiliser? Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Donc, comme j'ai essayé de l'expliquer, déjà la thrombolyse, elle est indiquée elle a été utilisée dans cette étude que j'ai présentée dans la thrombose porte aiguë et elle n'est pas actuellement indiquée de façon systématique du tout dans la thrombose porte aiguë. Il faut vraiment qu'on valide cette utilisation. Pour l'instant, nous, on ne l'utilise pas systématiquement. On l'utilise en complément lorsqu'on va effectuer effectivement un geste de recanalisation et qu'on doit faire une thrombolyse locale en plus parce qu'il y a du thrombus frais et de fait on utilise exactement les mêmes produits que dans l'embolie pulmonaire, l'actylyse, la streptokinase, enfin l'urokinase aux doses habituelles de l'embolie pulmonaire. D'accord. Et quel est le bon délai en fait alors, dans la thrombose porte aiguë, effectivement, tu nous dis que ce n'est pas encore très validé, mais pour la pose des stents, par exemple, dans le Budd-Chiari, quel est le bon délai pour le discuter? Est-ce qu'il faut discuter ça, alors si je comprends bien, parce que c'est quand même quelque chose de très technique, de manière systématique, je pense, avec le centre de référence, il faut se poser la question dans le Budd-Chiari et dans quel délai? Est-ce que c'est à la phase aiguë? Est-ce qu'on attend un petit peu de voir quelle est l'efficacité des anticoagulants? Quelle est votre pratique pour discuter ces stents, par exemple? Alors, effectivement, l'urgence, c'est vraiment de débuter le traitement anticoagulant et après, on a toujours un peu de temps pour se poser la question de la prise en charge interventionnelle radiologique. Je pense que c'est bien, je ne sais pas si c'est l'avis de Dominique et Pierre-Emmanuel, mais de discuter systématiquement les gestes de radiologie ou d'angioplastie d'une veine hépatique, parce que quelquefois on est un peu étonné, on pensait ne pas avoir de sténoscope, puis en fait il y en a une, et il nous est arrivé de nous rendre compte de ça plusieurs semaines ou mois après, alors qu'on aurait pu la faire d'emblée, et bon, on l'a fait, c'est pas grave. Hein. Je pense que c'est intéressant de discuter au moins avec des radiologues experts pour bien rechercher s'il y a une indication valable de reperméabilisation, parce que c'est vraiment bingo. Quand on peut reperméabiliser une veine hépatique, on rétablit un flux veineux physiologique et c'est tout bénéfice pour le patient. Après, le délai du TIPS, qui est donc la troisième séquence, c'est très difficile de répondre à cette question. Moi, je n'ai toujours pas de réponse parfaite. Ce qui me semble, c'est qu'il faut vraiment surveiller ces patients très, très attentivement parce que ça peut assez vite basculer dans le mauvais sens ou dans le bon sens d'ailleurs et qu'il faut être assez vigilant pour pouvoir porter l'indication si on sent que l'évolution est défavorable. Donc, il n'y a pas de délai parfait. Il faut attendre si on peut attendre, parce qu'il y a quand même des patients qui s'en sortent avec le traitement anticoagulant seul. Mais il faut être vigilant parce que si, au contraire, l'évolution s'inverse, il faut être prêt à effectuer un TIPS. D'accord. Et dans toutes ces maladies, donc, il y a des maladies thrombotiques, bien sûr, qui sont à l'origine de ces thromboses. Du coup, quand on pose un TIPS, quand on fait un stent, comment gérez-vous les anticoagulants donc en la phase aiguë, en raison du risque hémorragique aussi de la procédure elle-même?
et à contrario du risque thrombotique de la maladie sous-jacente? Alors, c'est une très bonne question. D'abord, on essaye effectivement de faire le diagnostic parallèlement de la maladie sous-jacente pour mettre en place aussi, quand un traitement existe, le traitement de cette maladie causale, parce qu'il peut y avoir un vrai bénéfice de l'ajouter au traitement anticoagulant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la prise en charge des anticoagulants autour des gestes de radiologie interventionnelle. Plus le geste est à risque hémorragique, plus on va essayer toutes les solutions pour avoir une fenêtre la plus longue possible, qui peut aller de 24 à 48 heures, et moins le geste est à risque, et plus la cause est au contraire une cause de thrombophilie forte. À ce moment-là, on va raccourcir ce délai d'anticoagulant. Mais on n'hésite pas à avoir une fenêtre de 24 à 48 heures autour d'un TIPS, même dans le syndrome de Budd-Chiari. On gère ça beaucoup avec nos médecins, en collaboration avec nos médecins d'hémostase qui sont extrêmement précieux dans voilà, les décisions pour tout ça. Et voilà, il faut vraiment être humble. Nous ne sommes que des hépatologues et il faut s'aider de nos confrères qui ont beaucoup plus d'expérience que nous.